Et script, 8 signes cachés qui prouvent qu'il tient vraiment à toi, même s'il se tient à distance. Carl Jung. Langue, français. Longueur cible, 5000 mots. Tu le regardes s'éloigner et tu ne comprends pas. Il est là, physiquement là, parfois. Et pourtant, il y a cette distance entre vous que tu n'arrives pas à mesurer, que tu n'arrives pas à nommer. Quelque chose dans ta poitrine sait que ce n'est pas de l'indifférence, ce n'est pas du désintérêt. Mais alors pourquoi cette distance? Pourquoi ce recul précis au moment où tu t'approches? Pourquoi ce silence qui ne ressemble pas à l'absence, mais à quelque chose d'autre, quelque chose de plus lourd, de plus habité? Peut-être que tu as commencé à douter de ce que tu perçois. Peut-être que des gens autour de toi t'ont dit « S'il tenait à toi, il serait là. S'il voulait quelque chose, tu le saurais. » La distance veut dire non. Passe à autre chose. Peut-être que tu les as presque crus. Presque. Mais quelque chose en toi résiste à cette conclusion. Quelque chose en toi lit entre les lignes d'une façon que tu n'arrives pas encore à justifier rationnellement. Et ce soir, je vais te donner les mots pour ce que tu lis déjà en silence. Ce soir, je vais te montrer les 8 signes que la psychologie la plus profonde qui existe a identifiés. Des signes que tu n'as peut-être pas encore su interpréter, mais qui sont là si tu sais où les chercher. Carl Jung, l'un des plus grands explorateurs de l'âme humaine que le monde ait jamais connu, a observé quelque chose que la pensée populaire sur l'amour n'a jamais vraiment intégré. Les êtres qui tiennent le plus profondément sont souvent ceux qui s'expriment le moins directement. Non pas parce qu'ils ne ressentent rien, mais parce qu'ils ressentent trop, et que ce trop les effraie d'une façon qu'ils n'ont pas encore appris à traverser. Jung a mis toute sa vie à cartographier l'espace entre ce que les êtres humains montrent et ce qu'ils portent. Et ce qu'il a trouvé dans cet espace est souvent l'exact inverse de ce que le monde ordinaire croit y voir. Le concept qui ancre tout ce que nous allons explorer ce soir, c'est l'ombre, cette partie de nous-mêmes que nous avons refoulée, cachée, éteinte, parce qu'elle nous semblait trop dangereuse à exposer. Et l'une des choses les plus puissantes que l'ombre contient pour beaucoup d'hommes et de femmes, c'est précisément la capacité à aimer, vraiment, profondément, sans filet. Une seule idée. Mais elle change tout à ce que tu crois voir dans le comportement de cette personne. Jung a observé que la distance émotionnelle n'est presque jamais ce qu'elle prétend être. Elle prétend être de l'indifférence. Elle prétend être un manque d'intérêt, un désengagement, une réponse à ce que tu es ou à ce que tu représentes. Mais dans l'écrasante majorité des cas qu'il a étudiés, la distance est quelque chose de fondamentalement différent. La distance est une protection, une armure, un système de défense construit très tôt, souvent dans l'enfance, souvent à la suite d'une expérience de perte ou de trahison ou de honte, qui dit « Si tu ne montres pas trop, tu ne peux pas être blessé trop. Si tu gardes un espace entre toi et ce qui compte, tu gardes un contrôle sur ce qui peut t'arriver. » Et voilà le paradoxe cruel de cette mécanique. Plus quelque chose compte, plus la protection s'active. Avec les gens qui ne comptent pas vraiment, cet homme peut être détendu, présent, même généreux. C'est avec toi, toi précisément, toi qui comptes, que la distance s'installe, que le recul se produit, que l'ombre fait sentir sa présence. Ce n'est pas un rejet, c'est une réaction à l'importance. Et cette distinction change absolument tout à la façon dont tu lis ce qui se passe entre vous. La douleur que tu ressens dans cette distance n'est pas la preuve que tu te trompes sur ce qu'il ressent. Elle est souvent la preuve que tu as raison, et que lui, il n'a pas encore appris à vivre avec ce qu'il ressent. Et quelque part en toi, tu le savais déjà, pas consciemment, mais quelque chose en toi savait que cette distance n'avait pas ton nom dessus. Que ce recul n'était pas une réponse à qui tu es, mais à ce que tu représentes pour lui, à ce que tu menaces de libérer dans une partie de lui qu'il garde soigneusement fermée. Tu l'as senti dans ces moments qui ne mentent pas,
Ces instants fugaces, où la garde baisse une seconde, un regard qui dure légèrement trop longtemps, un geste de soin accompli sans raison apparente, un souvenir qu'il a gardé d'une chose que tu avais dite et que tu avais toi-même oubliée. Ces moments-là ne s'inventent pas, et tu ne les as pas imaginés. Ce soir, je vais te les nommer, un par un. Voici le paradoxe que Jung poserait devant toi dans toute sa vérité dérangeante. L'homme qui tient le plus à toi est souvent celui dont le comportement ressemble le moins à de l'amour conventionnel. Lis cette phrase encore une fois. L'homme qui tient le plus à toi est souvent celui dont le comportement ressemble le moins à de l'amour conventionnel. Comment est-ce possible ? Comment la profondeur d'un sentiment peut-elle produire précisément les comportements qui semblent en nier l'existence ? Jung répondrait ainsi. Parce que l'amour profond, l'amour qui touche l'ombre, qui active les blessures les plus anciennes, qui menace les protections les plus fondamentales, cet amour-là ne produit pas seulement de la douceur et de l'ouverture. Il produit aussi, et parfois d'abord, de la résistance, de la peur, un réflexe de survie très ancien qui dit « Ne t'approche pas trop de ce qui peut te faire vraiment mal ». L'homme qui a appris très tôt que l'amour coûte, que s'ouvrir expose, que donner crée une vulnérabilité, cet homme-là ne démontre pas son attachement de la façon dont les films et les chansons l'ont appris à le faire. Il le démontre autrement, par des signes discrets, indirects, parfois presque imperceptibles. Des signes que son inconscient laisse échapper précisément parce qu'il n'a pas eu le temps de les contrôler. Et c'est là que la lecture jungienne devient précieuse, parce que ces signes-là ne se lisent pas en surface, ils se lisent en profondeur. Ils se lisent avec la patience et l'attention de quelqu'un qui comprend que l'âme humaine parle souvent dans une langue que la raison ordinaire ne comprend pas. Voici maintenant les 8 signes, pas une liste abstraite, des comportements précis, des manifestations réelles que tu as peut-être déjà observées sans savoir encore comment les interpréter. Le premier signe, tu pourrais l'appeler la mémoire involontaire. Il se souvient. Des choses petites, des choses auxquelles tu ne t'attendais pas qu'il prête attention. Une préférence que tu avais mentionnée en passant. Une date qui comptait pour toi. Un détail sur quelque chose que tu aimes ou que tu redoutes. Et quand il te le restitue, parfois des semaines plus tard, parfois dans un contexte totalement différent, il ne le fait pas avec l'air de quelqu'un qui a mémorisé une liste. Il le fait naturellement, comme si cette information s'était inscrite en lui sans effort, sans intention. Jung observait que l'inconscient mémorise ce qui compte, pas ce qu'on décide de retenir, ce qui s'imprime de lui-même parce que la source en est importante pour l'âme. Quand un homme retient les détails de ta vie avec cette qualité d'attention involontaire, son inconscient te dit quelque chose que sa bouche ne dit peut-être pas encore. Tu le seras dans sa mémoire. Et ça ne ment jamais. Le deuxième signe, la protection silencieuse. Il fait des choses pour toi qu'il n'explique pas. Il vérifie que tu es rentré. Il anticipe un besoin que tu n'avais pas exprimé. Il se positionne entre toi et quelque chose d'inconfortable, une situation, une conversation difficile, un moment où tu avais besoin d'un espace, sans que tu lui aies demandé, sans qu'il en fasse mention ensuite. Ces actes de soins discrets, non annoncés, non réclamés en retour, ce sont des manifestations de l'instinct protecteur que Jung associait au sentiment d'appartenance profond. Un homme qui se sent réellement concerné par ton bien-être exprime cette préoccupation à travers des actes concrets bien avant de pouvoir l'exprimer à travers des mots. Les mots peuvent être retenus. Les actes, eux, filtrent à travers. Et si tu observes chez cet homme ce pattern de protection silencieuse, répété, dirigé spécifiquement vers toi, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas de la politesse, c'est quelque chose de plus ancien et de plus vrai. Le troisième signe, la jalousie qu'il ne reconnaît pas lui-même. Il réagit différemment quand quelqu'un d'autre capte ton attention. Pas nécessairement de façon dramatique. Peut-être juste un léger changement de registre. Une question posée un peu trop naturellement sur quelqu'un que tu as mentionné. Un refroidissement subtil après que tu as décrit une sortie
avec d'autres personnes. Une tension dans ses épaules dans une situation où il n'y a, en apparence, aucune raison d'en avoir. Et le fait décisif, il n'en est souvent pas conscient lui-même. S'il était conscient de cette jalousie, il la contrôlerait mieux. C'est précisément parce qu'elle émerge de l'inconscient, parce qu'elle n'a pas encore été intégrée, reconnue, nommée, qu'elle se manifeste à travers ces micro-comportements que toi, tu captes, sans pouvoir tout à fait les citer. Jung observait que la jalousie inconsciente est l'un des révélateurs les plus fiables du sentiment amoureux non avoué. Parce qu'elle n'est pas choisie. Elle surgit. Et ce qui surgit sans être choisi dit toujours quelque chose de plus honnête que ce qui est dit avec soin. Le 4e signe, la présence dans l'absence. Quand il n'est pas là, il trouve des façons d'être là quand même. Pas de façon envahissante, pas de façon calculée. Mais il voit ce que tu postes. Il répond à un moment précis que tu n'attendais pas. Il envoie quelque chose, un article, une image, une référence à une conversation que vous aviez eue, qui dit, sans le dire, « Je pense à toi-même quand je ne suis pas avec toi ». Ces petits ponts qu'il jette entre son absence et ta présence ne sont pas anodins. Ils révèlent un espace mental qu'il t'accorde dans sa vie quotidienne. Un espace qu'il n'aurait pas besoin de t'accorder si tu ne comptais pas. On ne pense pas aux gens qui nous sont indifférents. On ne remarque pas les choses qui leur correspondraient. On ne construit pas ces petits ponts discrets vers des gens dont on ne se soucie pas. Sa présence dans ton absence est la preuve la plus simple et la plus honnête de ta place dans ses pensées. Le 5e signe, la vulnérabilité accidentelle. Il y a des moments, rares peut-être, et souvent aussitôt récupérés derrière un trait d'humour ou un changement de sujet, où quelque chose de vrai filtre à travers. Une émotion qu'il n'avait pas prévu de montrer. Un aveu glissé dans une phrase que tu aurais presque pu ne pas entendre. Un moment de vérité nue, bref, qui se referme aussitôt sur lui-même. Ces moments-là sont précieux. Pas parce qu'ils sont dramatiques, ils ne le sont presque jamais, mais parce qu'ils sont involontaires. Ils arrivent quand la garde baisse d'une fraction de seconde. Quand l'ombre laisse passer un peu de lumière malgré elle. Selon Jung, ces éclats de vulnérabilité accidentelle sont les instants les plus authentiques de l'expérience humaine, parce qu'ils ne sont pas construits, ils ne sont pas offerts, ils s'échappent. Et ce qui s'échappe dit toujours la vérité que ce qui est offert garde soigneusement caché. Si tu as été témoin de ces instants chez lui, si tu as vu quelque chose de réel traverser son visage pendant une seconde avant qu'il ne reprenne le contrôle, ce que tu as vu était vrai. Ne le minimise pas. Le 6e signe, la cohérence dans le temps. Il est là. Pas toujours de la façon dont tu voudrais qu'il soit là. Pas toujours aussi proche, aussi exprimé, aussi présent que tu en aurais besoin. Mais il est là, régulièrement, avec une constance qui n'a pas besoin de se justifier, parce qu'elle se démontre simplement par la répétition. Il revient, il maintient le contact, il ne disparaît pas entièrement. Et cette persistance-là, cette présence récurrente dans ta vie, même à distance, même imparfaite, même silencieuse parfois, cette persistance est un signe que beaucoup de gens sous-estiment. L'indifférence, selon Jung, ne maintient pas. L'indifférence s'évapore naturellement, parce qu'elle n'a pas d'énergie pour se maintenir. Ce qui persiste, même sous une forme inconfortable, même sous une forme insuffisante, persiste parce que quelque chose l'alimente. Et ce quelque chose n'est pas rien. Le 7e signe, la curiosité qui ne s'épuise pas. Il te pose des questions. Pas pour remplir le silence. Pas par politesse. Avec une qualité d'attention qui est différente. Une curiosité authentique sur ce que tu penses, sur ce que tu ressens, sur ce qui se passe dans ta vie intérieure. Il veut comprendre comment tu fonctionnes. Il veut comprendre ce qui t'a fait. Cette curiosité-là est significative parce qu'elle n'est pas performative. Elle cherche quelque chose. Elle cherche à te connaître. Pas la version de toi qui est présentable. Pas la version de toi qui convient,
mais toi, dans ta complexité réelle. Jung observait que la curiosité profonde pour une autre personne est l'une des formes les plus authentiques de l'amour. Parce qu'elle implique une reconnaissance que l'autre est un monde entier, pas un objet, pas un rôle, pas une fonction dans ta propre vie. Un monde qu'on veut explorer, dont on veut comprendre la géographie. Quand il te pose ces questions avec cette qualité d'attention, il ne fait pas la conversation, il te cherche. Et ça, c'est précieux. Le 8e signe, le dernier, est peut-être le plus subtil et le plus important. Tu pourrais l'appeler la transformation que tu provoques en lui. Il est différent avec toi, pas radicalement, pas visiblement pour n'importe qui de l'extérieur. Mais toi, tu le vois, il est un peu plus calme, ou un peu plus vivant, ou il dit des choses qu'il ne dirait probablement pas avec d'autres, ou il rit d'une façon légèrement différente, plus vraie, moins construite. Quelque chose en lui se détend dans ton espace, même si une autre partie de lui résiste à cette détente. Et cette coexistence, ce relâchement involontaire côtoyant la résistance consciente, est l'un des signes les plus clairs d'un attachement profond. On ne se transforme pas pour des gens qui ne comptent pas. On ne se laisse pas être différent, même malgré soi, en présence de gens qui nous laissent indifférents. La transformation légère que tu provoques en lui, sans effort, sans demande, juste par ta présence. Cette transformation dit quelque chose que ces mots n'ont peut-être pas encore trouvé comment dire. Mais voici ce que Jung ajouterait. Et c'est la partie que la plupart des gens évitent parce qu'elle retourne le regard vers l'intérieur plutôt que de le garder tourné vers l'autre. Tout ce que nous venons d'explorer, ces 8 signes, cette lecture de la distance comme protection plutôt que rejet, tout ça est vrai et tout ça te concerne, mais pas seulement comme observatrice, comme participante. Parce que la vraie question que Jung poserait ce soir n'est pas « Comment est-ce que je lui montre que je vois ces signes ?» La vraie question est « Qu'est-ce que moi je fais avec cette information ?» Est-ce que je l'utilise pour me rassurer et continuer à attendre qu'il soit enfin prêt? Ou est-ce que je l'utilise pour comprendre quelque chose de plus fondamental sur ce dont j'ai besoin dans un lien? Et sur ce que je suis prêt, moi, à donner et à recevoir? Parce que reconnaître ces signes ne signifie pas qu'ils suffisent. Reconnaître ces signes ne signifie pas que tu dois ajuster tes besoins à sa capacité d'expression. Reconnaître ces signes, c'est avoir une image plus précise et plus honnête de ce qui se passe. Et avec cette image plus précise, tu peux faire un choix vrai. Pas un choix dicté par la peur de te tromper ou par l'espoir que ça suffira, mais un choix fait avec les yeux ouverts. Il tient peut-être à toi d'une façon très réelle. Et toi, tu mérites quelqu'un qui tient à toi d'une façon qu'il peut aussi te montrer, pas seulement à travers des signes que tu dois apprendre à déchiffrer, mais d'une façon que tu peux recevoir sans effort de traduction constant. Ces deux vérités peuvent coexister, et c'est dans cet espace entre elles que tu dois décider ce que tu veux vraiment. Ce soir, tu portes peut-être un mélange de reconnaissance et de mélancolie. Reconnaissance parce que ce que tu percevais depuis longtemps a maintenant un nom, une forme, une explication. Mélancolie parce que comprendre ne résout pas toujours. Parce que savoir qu'il tient à toi d'une façon silencieuse et protégée ne rend pas cette distance moins réelle ni moins douloureuse à vivre au quotidien. Ta douleur est réelle. Ta perception était juste. Et ton besoin d'être aimé d'une façon que tu peux pleinement recevoir, ce besoin est légitime. Garde ces 8 signes, non pas comme des preuves que tout va bien, mais comme des informations. Des informations sur qui il est, sur où il en est, sur ce que ce lien est capable de porter aujourd'hui et ce qu'il ne peut peut-être pas encore porter. Et garde aussi ceci, très simplement. Le fait que tu sois capable de lire ces signes, de les sentir, de les chercher, dit quelque chose sur toi, sur ta profondeur, sur ta capacité à voir les êtres humains dans leur complexité, au-delà des surfaces. Tu mérites d'être vu avec la même attention que tu donnes, pas moins. Jamais moins.
Et c'est toujours, en fin de compte, le signe le plus important qui soit. Dis-moi juste une chose dans les commentaires. Lequel de ces 8 signes tu reconnais le plus dans ce que tu vis en ce moment? Un seul mot suffit. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre ce soir. Je lis chaque message. Prends soin de toi